Yaorana Kaohanui et bienvenue dans Manava en Polynésie. 79% de la population est en surpoids. La malbouffe, le manque d'activité physique et plusieurs autres critères mènent à l'obésité. Il y a une personne sur deux obèse en Polynésie française et justement parlons-en avec nos invités, Dr Marie-Joëlle Bory, médecin physique rééducatrice au centre Ora Ora. Bonjour. Veihiatea Chiu, diététicienne nutritionniste chargée de projet à la direction de la santé. Yorana. Tim Evrar, enseignant en activité physique adaptée au centre Ora Ora. Yoranari. Et enfin, Henri Sommers, patient au centre Ora Ora. Yora. Commençons par la base. Marie-Joëlle, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'obésité et pourquoi c'est un problème préoccupant en Polynésie française? Alors, l'obésité, c'est un problème qui est préoccupant en Polynésie française et dans le monde. À l'heure actuelle, il y a 1 milliard de personnes qui sont en situation d'obésité. L'obésité, c'est tout d'abord une maladie. C'est une maladie qui est chronique et qui est multifactorielle. Et elle touche de plus en plus de personnes sur le territoire. Multifactoriel, c'est-à-dire? C'est-à-dire que il y a à la fois des facteurs de l'environnement, il y a l'alimentation, il y a la sédentarité. Il y a de nombreux facteurs qui vont conduire à une situation d'obésité. C'est important pour moi le mot situation d'obésité. C'est pas l'obésité qui fait ce qu'est la personne. Les personnes sont en situation d'obésité. Donc une personne en situation d'obésité n'est pas forcément obèse, c'est ça? Si, la personne est obèse, mais c'est pas ce qui va la définir. D'accord. Parfois on dit une personne, c'est une personne obèse. Je préfère une personne qui est en situation d'obésité. D'accord. Les Au choses moins, on peuvent met au se clair- modifier. Au moins, on met en clair ce fait. terme. Vaihiatea, quelles sont les principales causes de l'obésité en Polynésie française? Alors, comme disait Tauté, on est sur plusieurs facteurs. Au final, en Polynésie comme dans le monde entier, on aura l'alimentation. Même si on pense souvent qu'une personne en situation d'obésité, ça va être parce qu'elle aura de la malbouffe dans ses habitudes ou alors qu'elle ne bouge pas, alors que non, il y a vraiment beaucoup de facteurs. Et donc, on aura aussi même de la génétique. Donc, ça, c'est important de le souligner. On aura peut-être aussi des traitements médicamenteux qui peuvent avoir une influence. Donc, c'est vraiment un ensemble de facteurs en Polynésie comme dans le monde, mais pas se figer qu'à l'alimentation ou l'activité physique. Et comment est-ce qu'on mesure son obésité? Alors aujourd'hui, on mesure l'obésité avec l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui se calcule par un calcul qui est le poids divisé par la taille au carré. Mais il est important de souligner qu'en fait, l'IMC, quand on est en consultation, on peut pas l'utiliser uniquement l'IMC pour définir l'ensemble en fait des choses qu'on va faire avec le patient. Donc l'IMC, ça définit, mais il faut faire derrière une enquête, un suivi vraiment minutieux avec les personnes. C'est quoi le niveau d'IMC du coup pour dire qu'on est en obésité ou pas? L'IMC va être à partir de 30, donc avec le calcul que je viens de citer, ça va être à partir de 30. D'accord. Et on peut parler aussi de l'obésité infantile, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? L'obésité infantile, comme donc du coup dans l'expression, on aura de l'obésité en fonction de la courbe donc que les médecins vont remplir, de la courbe staturo-pondérale. On aura un chiffre qui va indiquer si l'enfant est en obésité, et c'est intéressant, disons en fait, de pouvoir agir dès le plus jeune âge. C'est pour ça qu'on dit voilà, c'est même à l'école où on peut avoir déjà de bonnes habitudes pour avoir un changement de comportement au plus long terme. Donc l'obésité infantile, il y en a en Polynésie, mais il y a aussi des actions qu'on peut faire. Sauf erreur, c'est un enfant sur trois qui est obèse en Polynésie française. C'est quelque chose qui est important, qui est grave, l'obésité infantile en Polynésie française? C'est comme l'obésité en fait partout dans le monde. Au final, on a des chiffres assez élevés par rapport à certains pays, mais il faut prendre en compte vraiment tous les facteurs, pas juste se dire il y a un enfant sur trois qui est en obésité actuellement. Tim, parlons de l'activité sportive physique dans la prévention et le traitement de l'obésité, s'il te plaît. Alors l'effet de l'activité physique va être le même que dans les deux cas, simplement en prévention primaire, donc avant la situation d'obésité, on va supposer du coup que la personne a une hygiène de vie qui est saine, donc qui fait probablement de l'activité physique. Quand on est sur l'aspect plutôt curatif, c'est des personnes avec qui on va devoir peut-être réapprendre ou apprendre à faire de l'activité physique. Donc comment il va falloir s'y prendre, ça c'est très individualisé. Et dans la prévention également tertiaire, c'est-à-dire comment éviter les récidives, comment maintenir, on va dire, ce niveau d'activité physique, hein. C'est principalement sur ça qu'on va travailler. On parlait tout à l'heure des causes de l'obésité. C'est vrai que
j'ai presque envie de dire très vulgairement, on parle souvent des dépenses et des apports, mais il n'y a pas que ça à prendre en compte, hein. Faire de l'activité physique, ça va amener par exemple à avoir un meilleur sommeil. Donc très important, hein, dans la gestion du poids et de la santé en général. Henri, est-ce que tu peux nous partager justement ton expérience avec l'obésité? Il faut savoir que j'ai commencé à être obèse lorsque j'ai eu mes enfants Mhm. et j'étais quelqu'un qui n'aimait pas gaspiller les restes de repas. Donc forcément, c'est le papa qui prend tout, qui mange tout et on terminait tard au travail, donc ce qui faisait qu'on sortait souvent au roulotte et c'est ce qui a amené à mon obésité, hein. Sans exercice, donc difficulté de trouver du temps pour faire les exercices et voilà, tout simplement. Comment ça a affecté ta vie quotidienne petit à petit? Alors, déjà, au niveau des distances, c'était très, très difficile à me déplacer, à faire de longues distances. Et vestimentairement, il n'y avait pas les tailles Mhm. disponibles. Donc, une autre problématique que j'ai rencontrée en étant obèse, ma santé aussi. Pour le quoi et je suis au centre Ora Ora. J'ai essayé plusieurs régimes, hein, ça c'est un fait, mais ça n'a pas vraiment été un succès. Et Ora Ora m'a apporté quelque chose qui je l'espère, pourra aider beaucoup de personnes dans mon cas. Justement, Marie-Joëlle, est-ce qu'il y a des clés pour lutter contre l'obésité? Alors les clés, c'est d'aller chercher le patient là où il est dans sa situation. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est individuel. Il y a l'environnement, il y a les contraintes familiales, les contraintes professionnelles. Est-ce qu'il y a du temps pour faire de l'activité physique? Comment est l'alimentation? C'est vraiment d'aller chercher le patient là où il est et de construire les 4 piliers qui lui permettent d'acquérir des outils et de mettre en place des changements durables. Ça, c'est important pour que les changements soient durables. On a une action, comme l'a très bien dit ma collègue, qui va être sur l'alimentation, sur l'activité physique adaptée, mais également sur le sommeil. Avoir un sommeil réparateur, c'est la clé de beaucoup de choses. Et également le stress et le moral. Le sommeil, le stress et le moral, c'est souvent les oubliés. Mais je garde souvent l'image d'une chaise à 4 pieds. C'est solide, ça permet de durer. On enlève un pied, on enlève 2 pieds, ça marche moins bien. C'est un petit peu plus compliqué. Tout à fait. Et quels sont les risques pour la santé pour les personnes qui sont en situation d'obésité? Alors les risques, malheureusement, ils sont multiples. Ils sont cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension. On a des risques au niveau du rein. On a des risques au niveau ophtalmologique. On a également des complications qui sont cutanées, veineuses. Bien évidemment, source de douleur, les complications articulaires. Et également, on peut avoir des troubles digestifs avec des reflux, des ulcères qui peuvent survenir. Les complications sont vraiment multiples. VIHTA, quels sont les conseils diététiques que tu pourrais donner pour aider à perdre du poids de manière saine? Alors, à savoir qu'en consultation diététique, on essaie vraiment de prendre la personne en entier. C'est pas juste de l'alimentation. On a besoin de poser des questions qu'on appelle dans le cadre d'une enquête alimentaire. Donc, on va vraiment poser toutes les questions pour savoir quel est le rythme, quelles sont les quantités, quelle est la qualité qui fait les courses, etc. Donc, à l'issue d'un entretien, on peut analyser ensemble quelles sont les étapes qu'on peut faire ensemble. Ça, c'est comme un compromis, entre guillemets. On a des objectifs qu'on fixe avec la personne. Donc, en fonction aussi des aspects culturels. Donc, est-ce qu'il va plus manger tel ou tel légume, tel ou tel plat, la préparation, en fonction aussi des personnes qui l'entourent. Donc, on aura des objectifs vraiment adaptés et par étape, par palier. On ne peut pas sortir toutes les connaissances que l'on a en une consultation diététique. Donc, ça peut aller des conseils sur peut-être un rythme alimentaire à rendre un peu plus régulier. Ça peut être aussi d'essayer d'augmenter petit à petit la quantité de fruits et légumes.
D'autres conseils qui peuvent être aussi en lien avec la diététique peuvent être aussi, par exemple, lire un peu plus les étiquettes alimentaires, parce que ça aussi, forcément, on est soumis à la société de consommation, ce qui nous entoure. Donc, ça va être des petits conseils sur comment lire une étiquette. Donc, vraiment, vraiment des conseils qui peuvent être très variés. Donc au final, ce sont des détails, mais qui peuvent apporter beaucoup parce Bien que, sûr. par exemple, je suppose qu'on va plutôt pousser les personnes à cuisiner plutôt que acheter des plats tout préparés. Oui, la société aujourd'hui fait qu'on veut toujours plus vite, plus de consommation. Donc, effectivement, on va essayer de rapprocher le patient vers quelque chose du fait maison, ce qui est souvent difficile, mais c'est comme tout changement de comportement, ça va prendre du temps, ça va prendre en fait aussi un entourage, donc ça peut être des choses fait maison, mais parfois en fait on peut aussi avoir un équilibre alimentaire avec des choses qu'on peut aller acheter, mais à condition de savoir effectivement ce qu'on va manger à l'extérieur. Bien sûr, ce sont des efforts à initier. Et justement, en parlant d'efforts, Tim, comment encourager les gens à adopter un mode de vie plus actif malgré les difficultés liées à l'obésité? Alors déjà, il faut essayer d'être prudent, mais sans avoir peur. C'est-à-dire que souvent, quand on est en situation d'obésité, on va avoir beaucoup de croyances, des croyances qui vont être limitantes, de par notre vécu ou le vécu des autres. L'idée, c'est d'essayer d'objectiver notre situation et de faire le point sur quels sont les freins réels, les leviers réels, qui aujourd'hui, dans mon quotidien, vont m'empêcher peut-être de faire de l'activité physique, bien que je sois persuadé qu'on n'ait jamais réellement empêché qui que ce soit d'en faire. Il y a toujours une solution en réalité. Et il faut être en mesure de pouvoir s'adapter à ça. Très concrètement, avec les moyens d'aujourd'hui, ça peut être grâce, comme on l'a fait, les offres de services, différentes offres de services, ça peut être pour se rester motivé, peut-être des applications, des choses comme ça. Et on Se a des renseigner. On a des petites astuces aussi, comme par exemple monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Ce genre de petites astuces-là, ça existe. C'est une façon de faire, c'est ce on va différencier du coup l'activité physique quotidienne de celle qui est loisir et sportive. Mhm. Et dans un premier temps, oui, pourquoi pas augmenter le niveau d'activité physique quotidienne en se déplaçant plus, en prenant peut-être les escaliers plutôt que l'ascenseur, etc. Ouais. Henri, C'est une façon depuis de tout à l'heure, on parle de sommeil, d'activité, de cuisine. Quelles sont les difficultés auxquelles toi, tu as été confronté dans ton parcours contre ton obésité? Ça tombe bien, on parle de cuisine, hein. La difficulté que je pense que tout Polynésien rencontre, on nous demande de manger légumes, hein, et fruits. Sauf que lorsque vous allez à Carrefour ou peu importe les supermarchés, ça coûte très très cher. Et quand tu entends à la télé dire le gouvernement citer le pourcentage d'obésité ici en Polynésie et que l'un des comme il disait, les leviers qui peut aider un obèse, c'est de manger légumes et fruits. Certes, à Ora Ora, on parle de faire un potager, mais soyons réalistes. Quand tu vas au magasin, entre quelque chose de gras qui coûte 500 francs et un légume qui coûte 1000 et quelques, tu ne vas pas chercher à comprendre. Oui, le choix est plus rapide. Exact. Et c'est là où moi j'aimerais que le gouvernement, c'est vrai qu'ils disent qu'il y a autant d'obèses, mais il faut aussi trouver les moyens et la facilité pour nous, les obèses, parce que c'est franchement, hein, financièrement, c'est quelque chose qui ne donne pas envie. Si les légumes et les fruits sont très chers, après tu as les à côté, mais c'est une des choses qui, franchement, freine et que je tenais à dire. Et c'est bien que vous ayez posé cette question pour ça. VIATA, justement, c'est une réalité que c'est un coût de devoir cuisiner soi-même, s'acheter des légumes, c'est changer ses habitudes au final. Changer ses habitudes, ça va forcément demander déjà de sortir de sa zone de confort. Ça va demander aussi
plus de pouvoir comprendre les étiquettes, comme je disais. Ça va demander un environnement sain aussi, comme tu disais, Henri. Donc, c'est beaucoup de travail au niveau de l'environnement, puisque forcément, pouvoir baisser le coût de certains produits, pouvoir rendre plus accessibles d'autres, ça, ce sont vraiment des actions importantes. Après, je tiens juste à préciser qu'au final, pour moi, même en tant que diététicienne, ça ne va pas être que les fruits et légumes qui vont faire toute la part des choses. Mais il est vrai qu'on met l'accent sur ça parce qu'on se rend compte qu'on n'en mange pas assez. Mais au final, d'augmenter petit à petit ou alors des petites techniques qu'on peut donner en tant que diététicienne. Je donne un exemple. Au Tuamotu, souvent j'ai eu des patients qui pouvaient me dire, à l'époque où j'étais libérale, qui allaient me dire j'ai pas de légumes, mais en fait on peut trouver des astuces comme ce qui est congelé, on n'est pas forcément dans le frais. Par contre, ce sont effectivement des petites choses qui sont données lors d'un accompagnement. Mais les grands messages, effectivement, c'est manger 5 fruits et légumes. Je pense qu'on a tous compris le message. Restons sur l'alimentaire. Est-ce qu'il y a des habitudes alimentaires traditionnelles, on le sait, en Polynésie, pois rôti, tout ça. Est-ce que ça contribue à l'obésité? J'aurais pas envie de dire que ça contribue. Je dirais que justement, il faut le prendre en compte. L'aspect culturel ce déterminant est indispensable et je pense que c'est aussi quelque chose où on devrait travailler, trouver un levier culturel parce que finalement, de se dire, ah ben non, le Polynésien aime beaucoup, comme tu as dit, le pois rôti, le maataiti. Non, c'est possible de manger équilibré avec du maataiti. C'est juste à côté, comme on disait, il y aura tous les facteurs. Ça va être de la variété. Forcément, si on mange que du pois rôti, peu importe la catégorie, si on mange que de cette catégorie alimentaire, là, on n'aura pas d'équilibre alimentaire. Et puis je suppose aussi que ça dépend de la quantité, surtout. C'est ça. Donc, que du pois rôti ou que des frites, peu importe, on peut manger équilibré en intégrant l'aspect culturel et c'est indispensable. Je vois que Tim, tu voulais réagir à ce qu'elle vient de dire? Non, mais c'est vrai que l'aspect culturel à prendre en compte, il y a une rupture identitaire importante quand même, hein, qui est assez jeune. Et l'idée, c'est peut-être pas de diaboliser ce type d'aliment ou quoi, mais plutôt d'apprendre aux personnes à vivre avec. Donc, c'est-à-dire à gérer les quantités, à gérer les fréquences, et tout en pouvant garder ce plaisir de pouvoir consommer ce genre d'aliments, je pense. Hein. Toujours sur l'alimentation, je reviens vers toi, Vaihiatea. Parlons aussi du mauvais réflexe des jeunes avec leur casse-croûte à 8h du matin, s'il te plaît. Alors, je pense que là aussi, ça va être un aspect culturel dont il faudra parler parce qu'au final, si on reprend avant comment est-ce que les Polynésiens mangeaient, ça n'allait pas être 3 repas par jour avec un goûter, une collation le matin. Donc, c'est aussi un dysfonctionnement peut-être dans les rythmes alimentaires. Au final, si un jeune a très faim le matin, oui, il peut prendre un repas à condition de mettre certains éléments, notamment ce qui manque un peu, ça va être les végétaux. Donc, le casse-croûte à frites le matin, disons qui n'est pas exclu. On va rien interdire parce que juste le fait d'interdire quelque chose, forcément à un moment on va craquer et ça va revenir. Donc ça crée un blocage. Exactement. Donc le casse-croûte à frites, on essaie de le réduire et de ne pas rendre ça quotidien. Il peut rentrer dans quelque chose où on va équilibrer sur le reste de la semaine. Mais les frites, la sauce, ça reste des produits gras et souvent sucrés dans les sauces d'ailleurs, gras, sucré, salé. C'est forcément un combo qui peut participer à l'obésité ou aux maladies cardiovasculaires. La direction de la santé justement travaille avec les roulottes pour pouvoir faire évoluer les choses. Ça fait déjà quelques années qu'on avait entamé certaines actions. Après, effectivement, là, on essaie de retravailler sur ça pour avoir une collaboration parce qu'on veut tous la santé de la communauté et c'est un travail de collaboration. Marie-Joëlle, est-ce qu'il y a des options de traitement disponibles pour les personnes obèses? On revient un petit peu sur les personnes en situation d'obésité, en Polynésie. Alors, il y a des prises en charge. Déjà, la prise en charge, elle doit être globale. On revient toujours là-dessus. Si on se focalise juste sur la diététique, juste sur l'activité physique, on n'a pas des résultats durables. Donc, c'est des prises en charge globales. Il y a des prises en charge qu'on va dire médicales. Il existe des prises en charge chirurgicales avec des possibilités d'intervention au niveau de l'estomac. Mais là encore, s'il n'y a pas au préalable de toute prise en charge une envie, la base c'est d'avoir envie. Il faut surtout pas se décourager. Dès l'instant où on a l'envie, on commence, c'est du progressif, tout est possible. Et de construire des changements d'habitude durables qui vont avoir leur efficacité dans le cadre d'une prise en charge médicale. Si la situation est telle ou que le patient le souhaite dans une prise en charge chirurgicale, ça permettra à cette chirurgie d'avoir un résultat durable.
Tu nous parles d'en avoir envie. Est-ce qu'au final, l'aspect psychique, l'aspect mental, ça a une importance, être encouragé, accompagné? Il est fondamental d'avoir cette envie. C'est beaucoup une question de timing, mais c'est tellement décourageant. Il y a tellement de choses sur les réseaux, sur le net, des régimes frustrants, drastiques, des fois un petit peu hallucinants, qui font que il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée à faire ces régimes, à se frustrer, à s'obliger et ne pas avoir de résultat ou avoir un résultat, mais au bout d'un moment tout le monde craque. La frustration, c'est pas quelque chose qui est durable, et donc il y a beaucoup de découragement. Ça peut être aidé d'être suivi par un psychologue, peut-être? Si il y a une souffrance, oui, tout à fait. Dans la prise en charge que nous faisons, c'est une prise en charge qui est sur 5 axes. Il y a l'axe médical, il y a l'axe physique, l'axe diététique, l'axe psychologique et pour rebondir ce que disait Tim, on a un axe culturel. C'est vraiment de se reconnecter. Henri, toi, tu es accompagné par Tout à ta fait. famille, tes amis? Tout à fait. Mais ce qu'ils m'ont appris à Aura Aura, c'est une connaissance que je connaissais pas. C'est ce qui m'a aidé tout au long de mon parcours au sein de l'établissement. Et c'est ce qui continue à m'aider aujourd'hui. Parce que ces 4... Est-ce que tu connaissais pas, justement? Oui, justement. Je vais prendre un exemple. Pour la diète, pour tout régime, quand tu suis un programme régime sur Internet, il faut pas manger peut-être 24 heures. Mais Aura Aura ne nous force pas du tout à suivre le programme. Mais lorsqu'on les suit, c'est super. Parce que on te dit tu vas perdre du poids en prenant tes 3 repas. C'est incroyable. Aller sur Internet, on te dit il faut manger un repas par jour pour maigrir. Mais Aura Aura te dit que c'est une des choses que tu dois faire. Manger obligatoirement 3 repas pendant 16 minutes. Au final, tu penses que tu dois te limiter alors que pas du tout. Et finalement, tu as remarqué des changements? Ah oui, carrément. Quels changements? J'ai perdu du poids sans... même moi, parce qu'on était surveillés, il y avait les pesées chaque jour. Donc, ce qui faisait l'évolution de ma perte de poids. Et beaucoup d'autres. Les exercices adaptés. Il y a des moments où j'étais malade. Et Tim, il le comprenait. Il adaptait ses exercices par rapport à ma santé. Quand j'étais malade, il savait exactement qu'est-ce qu'il fallait faire. Quand j'avais des douleurs, il savait que on peut faire des exercices assis. On est là, quand tu regardes Internet, ils te disent, OK, il faut que tu ailles à la salle, il faut que tu te forces, il faut que tu te fasses. Ce sont des choses erronées que les gens peut-être ne comprennent pas, et c'est la connaissance qu'ils m'ont donnée. Pareil pour, tu te dis, tu fais un régime et tu dois manger 3 repas, obligatoire. Yatia, c'est vrai que les réseaux sociaux ont un impact sur les différentes manières de gérer son obésité, sa situation d'obésité? Effectivement, aujourd'hui, on a vraiment un fort pouvoir des réseaux sociaux. Donc, il faudrait plutôt le voir comme un levier parce que forcément, on a des messages de toutes sortes. On peut essayer j'admets qu'en fait, quand on n'est pas dans le domaine, c'est un peu difficile de trier toutes les informations. Moi, je suis dans l'alimentation depuis quelques années. C'est sûr qu'il y a des vidéos que je vais voir sur le régime, que je vais me dire que c'est vraiment restrictif, alors que la restriction, c'est vraiment ce qu'on veut éviter au maximum pour avoir un changement de comportement à long terme. Donc, les réseaux, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Il faudrait essayer de faire un tri, mais pour ça, il faut pouvoir justement, comme tu disais, donner de l'information, puisque tu disais que tu avais appris des choses au centre, et ces informations, c'est notre rôle en tant que professionnel de pouvoir donner ces informations, de pouvoir aider la personne à avoir un esprit un peu plus critique, parce que tout ce qui passe très fortement, la traîne, comme on pourrait dire sur les réseaux sociaux, ça va être les régimes, c'est ce qui marche le plus, ce qui est assez efficace, c'est le court terme quand on va te dire, bon, tu vas pouvoir perdre 10 kilos en un mois. Ça fait rêver forcément, comme je disais, société de consommation, toujours plus vite, toujours plus. Mais forcément, c'est pas les changements de comportement à long terme qui sont derrière. Marie-Joëlle, où est-ce qu'on peut se renseigner pour pouvoir être aidé, accompagné? Alors, effectivement, il y a la direction de la santé, il y a toutes les structures de soins. Pour ce qui est de Aura Aura, on a un site
on peut avoir des renseignements. Et pour rebondir, ce qui est important, nous faisons de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est de permettre aux patients de construire sa boîte à outils, d'acquérir des compétences. Ce que tu as dit tout à l'heure sur la lecture des étiquettes. La lecture des étiquettes, c'est ouvrir les yeux. On va au supermarché, il y en a plein, la société de consommation, mais on va pouvoir savoir ce qu'on achète parce que on a la possibilité de lire, effectivement, comme une sorte de mode d'emploi, les étiquettes. Ces outils concernent effectivement l'alimentation. On donne des possibilités à budget égal parce qu'effectivement, il faut des alternatives, il faut des surgelés, des choses comme ça quand le frais n'est pas accessible. On donne des outils pour ce qui est de l'activité physique, sur le sommeil, et également la gestion du stress. Et c'est vraiment des compétences qui vont permettre après de construire et d'avancer dans sa prise en charge et de faire des choses qui soient durables. On donne vraiment la personne est actrice de sa prise en charge parce qu'elle a les compétences. Alors je rappelle juste pour nos téléspectateurs les différents sites disponibles. Il y a le site de la direction de la santé, service-public.pf/dsp et le centre Oraora, oraora-ssrp.pf. Merci à tous et à toutes d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et Henri, Faitoito pour la suite. Merci beaucoup. Votre émission est disponible en replay. On se retrouve demain à 17h15 pour une nouvelle émission. En attendant, ça sera votre VA, votre journal en tahitien. Bonne soirée sur TNTV. Maruru itotato faririr a trahuma parhayana.